Bonsoir Fabien, Bonsoir Laurence, tout va bien? parfaitement. Super. Donc on se retrouve ce soir pour la 78e enquête de la team Calogero-Griffasi. Un sujet d'enquête, une fois de plus, que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas le sujet. C'est une enquête qui est menée simultanément dans les différents pays européens où se situe la team Griffasi et qui sortent simultanément dans ces différents pays. Voilà. Donc, si tu es bien installé, si au niveau émotionnel tout va bien, je vais te demander de fermer les yeux, de prendre une profonde et ample inspiration de manière à faire redescendre le mental, à calmer le mental et à pouvoir descendre profondément en introspection, en relaxation. Je vais donc te faire un décompte de 10 à 1. Mais avant, je vais te demander encore une fois de prendre une profonde et ample inspiration et une profonde expiration. Donc, je commence le décompte. 10. Et tu vas pouvoir commencer à descendre profondément dans cet état parfait pour toi, cet état de calme mental, de relaxation profonde. 9. Et tu descends toujours plus profondément dans cet état de relaxation de manière à apaiser ton esprit. 8. 7. Toujours plus profondément relaxé, apaisé, de manière à permettre à ton esprit de s'alléger au maximum. 7. 6. Au fil de mon décompte, tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. 6. Et plus ton corps devient lourd, plus ton esprit devient léger, fluide. 5. 4. 3. 2. 1. Tout va bien, Fabien? Oui. Très bien.
Donc je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu viendras te connecter au sujet de cette investigation qui est le mot apocalypse. 1, 2 et 3. Fabien, tu vas te connecter au mot apocalypse et me dire ce que tu perçois ou que tu visualises. Alors, le mot apocalypse m'apparaît comme un égrégore très puissant. Autre chose? Quelque chose qui est nourri par des énergies négatives. Un égrégore. Ouais, très bien. Est-ce que tu visualises autre chose en termes d'imagerie ou en termes de... Oui, l'image que j'ai, c'est la planète Terre avec une bulle d'énergie autour, en fait, qui est cet égrégore. Très bien. D'après ce que tu peux percevoir ou ressentir de cet égrégore, qu'est-ce que représente l'Apocalypse? L'apocalypse est une forme de contrôle, de soumission, qui est commun à beaucoup de textes sacrés, de religions, d'ethnies notamment. On utilise le mot apocalypse et sa définition euh, pour, euh, pour venir mettre pour mettre une peur en fait sur les personnes engagées dans cette religion, pour permettre un contrôle, euh, pour leur mettre un contrôle en fait. C'est un égrégore qui était très puissant, qui a perdu de sa puissance, du fait que les textes sacrés de religion ont quand même un impact moins puissant sur la civilisation. Mais c'est un peu comme quand on parle du paradis et de l'enfer. Donc si tu fais telle chose, tu iras au paradis, si fais telle chose, tu iras en enfer. Et l'égrégore de l'Apocalypse, c'est une force qui est similaire en fait. On vient chercher ça chez l'humain, cette peur-là, et qui vient nourrir en fait cette énergie qui se place autour de la Terre. D'accord, C'est un moyen de- d'avoir beaucoup d'énergie. parfait. Je peux passer à la question suivante? Oui? Oui. Ok. Est-ce que des apocalypses se sont produits ou réalisés sur Terre au fil du temps? On peut parler d'apocalypses, oui, qui ont déjà eu lieu, notamment sur sur, sur diverses formes de vie. L'apocalypse, on peut prendre pour exemple l'ère préhistorique, les animaux préhistoriques, où il y a eu une apocalypse où euh, en fait ils ont tous disparu. Mais quand on parle d'apocalypse, on est vraiment sur euh, ce que je visionne, c'est quelque chose d'organique, c'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle pour les êtres vivants en place à un certain moment donné. La Terre, elle n'est pas, dans ce que je perçois, elle n'est pas enclin à cet apocalypse parce que les êtres qui sont dessus meurent, mais la Terre, elle continue à se régénérer. D'accord. Autre chose? Non. D'accord. Alors, beaucoup ont prévu l'apocalypse. Quelle en est la cause? L'origine ésotérique des raisons pour lesquelles beaucoup, indépendamment de leurs croyances, ont eu des prédictions concernant la fin du monde. Alors, les religions Pardon. et toutes les personnes qui vont prédire l'apocalypse, ou on peut dire également la fin du monde,
sont en quelque sorte je dirais pas les esclaves, mais les outils, les entités qui sont au-dessus d'elles pour générer en fait, pour, diffuser cette parole qui est d'Apocalypse afin que les personnes, de nombreuses personnes, donc par la religion ou par la propagande, vont croire à cet apocalypse qui peut être annoncé à une certaine date ou par exemple, je vois des textes sacrés comme la Bible, le Coran, où on annonce également une sorte d'apocalypse toutes ces personnes qui ont porté cet apocalypse, et ben, en fait, ils émettent une énergie, basse, qui vient, et ben, se former autour de la planète et qui va être, en fait, en direction et pour nourrir des entités, du monde éthérique. Voilà, et ces entités du monde éthérique, eh bien, peuvent venir contrôler, en fait, contrôlent ces personnes qui dispensent ça ou les ouvrages qui en ont parlé et j'ai même cette image, des fois un peu plus, artisanale des personnes, par exemple à New York avec une sorte de microphone qui disent: «Voilà, c'est la fin du monde». C'est un peu la version un peu artisanale, mais qui ils sont eux-mêmes interférés par ces entités. C'est ça, donc on serait sur, la manipulation, de masse, que ce soit sur terre au niveau, de la matière, mais également dans l'éther. Complètement. En fait, le plan physique est contrôlé pour amener cette énergie au plan éthérique où des êtres, ont programmé cela, enfin programment cela pour se nourrir de cette énergie. D'accord, OK. Est-ce qu'on arrive à avoir de l'information concernant, les êtres, ou les consciences qui ont réussi à programmer ce type d'égrégore? Oui, alors, c'est des consciences peu évoluées. On peut même y mettre, les entités les plus basses du ce qu'on appelle communément, pour les citer, tout ce qui est base astrale, donc qui n'est pas forcément, très développé, mais qui vient se nourrir par nécessité. Et ensuite, on a des races un peu plus évoluées et organisées, qui peuvent être, reptiliens, certains humanoïdes, voilà des races qui restent, proches du plan terrestre. Terrestre. D'accord, OK, et au niveau de la conscience, qui aurait organisé cet égrégore? Mmh. Eh bien, on est vraiment sur moi j'ai vraiment ces entités du bas astral parce que, je peux dire que c'est un procédé maintenant, on va utiliser le mot old school qui appartient à la civilisation de la Terre, mais dans la configuration qu'elle était avant. Alors, bien sûr qu'elle fonctionne maintenant, mais les êtres, étant plus détachés de tout ce qui est religieux et puis, il y a plus de médias, on a une moins grande, il y a un moins grand impact que ce qui est pu avoir avant. C'est pour ça que maintenant les entités viennent interférer avec des systèmes plus élaborés. Là, on était sur un modèle, qui était, prévu pour, voilà, pour des humains qui étaient pas en conscience et puis qui suivaient la religion ou des textes ou des dogmes, des croyances, établies. D'accord, t parfait, c'est hyper intéressant. Donc au niveau des causes ésotériques, La nourriture. c'est la nourriture, OK, et donc si on te pose la question, de savoir si ces prédictions, elles se sont réalisées ou pas, ça n'a pas d'intérêt. Eh bien, en fait, aucune ne se réalise parce que, l la planète, il y a eu ces prédictions-là. N'est-il pas en 2012 où tout le Mmh. monde a attendu ça, où il y a eu vraiment là, ils ont pu drainer à ce moment-là puisqu'ils ont réussi à reprendre avec, notamment, cette histoire du calendrier maya
Donc des personnes interférées ont pu remonter ces informations pour les diffuser, même sur les réseaux, pour venir créer encore cette peur en disant que pour 2012 c'était la fin du monde, donc ils ont réussi, voilà, mais ça n'arrive jamais en fait. Mmh. C'est pour ça que dans ce que je perçois, je vois certains textes sacrés qui parlent d'apocalypse, mais qui ne donnent pas de date. C'est ça, c'est ça. En fait, voilà, tu as devancé la question suivante, hein, qui évoque la Bible justement, et précisément le livre de l'Apocalypse, où on parle de la révélation des événements de la fin des temps. Et donc, quelle serait la signification ésotérique de ce qui est écrit dans ce livre? On est toujours sur le même mode de fonctionnement, le même système que tu viens d'évoquer. Oui, et ils ne peuvent pas donner une date dans des livres, comme la Bible ou comme, ce livre, qui parle d'Apocalypse, parce que donner une date, ce serait, à partir de ce moment-là, mettre obsolète le livre. Et Mmh. comme ce livre doit perdurer dans les contrôles, parce que ces livres, de religion, heu sont un contrôle. Alors on amène les gens, ce qui est encore plus profond dans le contrôle, c'est qu'on amène les gens dans l'amour, dans la réunification, et on vient les contrôler directement ici, quand ils sont dans cette, ils semblent être dans l'amour, dans le partage, ce qui est le cas, mais on vient mettre ces choses-là en travers pour, détourner. D'accord. En sachant également que, lorsqu'on demande à des gens, que ce soit pour des questions de religion ou autres, voilà, de diffuser massivement, des sentiments d'amour, de gratitude et autres, ça sert pas toujours les bonnes forces, quoi. Oui, parce qu'on est, on est dans une croyance, on n'est pas réellement dans ce qu'on pourrait appeler, la foi. C'est une foi qui est contrôlée. Donc Mmh. je vois ces 2 aspects. On vient même contrôler la manière dont on nous apprend comment avoir la foi en fait par ces textes. Tout à fait, tout à fait. Alors, bon, je ne sais pas si la question suivante va être, va te évoquer beaucoup de choses. Donc Apocalypse, révélation des événements de la fin des temps. Quelle relation existe-t-il entre les prophéties révélées dans les textes sacrés et l'élément temps? Eh bien, la relation est qu'ils sont tous reliés parce ils servent la même cause et ils servent vraiment, cette, bulle noire qui est autour de la Terre, qui est ce champ d'énergie bas, qui est cet égrégore en même temps et qui draine des énergies de toutes Des ces des énergies basses, quoi, de basse mmh, fréquence, on va dire, de peur, d'angoisse, de conduite, de contrôle. de contrôle, ouais. C'est vraiment très puissant comme contrôle parce qu'il atteint, hem, des certains pays qui ont des connaissances, on va dire, moins ouvertes sur la conscience. Hem, ça a encore un impact Qui est assez qui est là. fort, mais qui est en train de se déliter quand même au fil du temps et au fil des élévations de conscience. Oui, complètement, on n'est plus à ce qu'on aurait pu trouver il y a 200 ou 300 ans en arrière, même 150 ans, c'est la puissance n'est plus. N'est plus la même. Y a-t-il des informations sur l'Apocalypse dans la conscience collective? Oui, non ou en partie? Oui, oui, et on peut dire en partie. Pour toutes les personnes qui se sont réincarnées et qui ont gardé des mémoires cristallisées dans leurs énergies, de vies passées ou des chemins religieux ou des chemins, quels qu'elles soient, même ça peut être de n'importe quelle sorte, eh bien, qui n'ont pas été délivrés, qui vont apporter ça avec eux, cette peur dans des réincarnations, futures. D'accord. À travers ces fameuses mémoires cristallisées, c'est ça? Oui, et en partie parce une autre partie se dégage en conscience, donc on revient se connecter avec sa conscience et se libère de ça. Donc on peut dire qu'on avance dans un
dans un cycle où on se dégage de plus en plus. On était au début sur du oui, en partie, et bientôt ça sera bien moins. D'accord. Donc tu as précédé un petit peu la question suivante. Est-ce que tu perçois une relation entre l'apocalypse et le karma ou le destin partagé par la population humaine? Un petit peu ce que tu viens d'évoquer. Oui, et l'apocalypse, c'est vraiment un contrôle même qui peut être utilisé, lors de réincarnation. Mmh. Au moment de la réincarnation, avant que la conscience, prenne un corps physique, il peut y avoir une interférence, qui vient s'en mêler et qui vient justement, poser, certaines règles par rapport à un apocalypse. Comme si la personne avait un rôle à jouer, qu'elle pourrait éviter l'apocalypse, mais pour cela, il faudrait qu'elle porte un certain karma. D'accord. Perçois-tu non, alors, ouais, tu viens de décrire ce que tu as perçu. Est-ce que tu perçois ou visualises des apocalypses qui se sont produites, mais de manière éthérique uniquement? Non, il n'y a pas d'apocalypse éthérique. D'accord. Y a-t-il une corrélation avec la troisième dimension? Complètement. Le Quand on parle d'apocalypse, on parle de destruction du monde, physique ou d'êtres physiques. Donc c'est quelque chose qui est un égrégore qui est relié, à la destruction de la matière. Hem Du et vivant. dans l'éther, il n'y a pas matière, donc il n'y a pas de destruction. D'accord. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que qu'il y a tentative de ou qu'il y aurait pu y avoir tentative de destruction du vivant, quelle que soit, la dimension dans laquelle se situent ces êtres? Hem, eh bien, eux, non. Ils veulent juste de l'énergie parce que venir détruire les êtres, si eux voudraient détruire les êtres, chose qu'ils ne peuvent pas faire parce que ça ne leur est pas permis et ils n'ont pas cette puissance. Même s'ils pourraient détruire ces êtres, ils détruiraient en fait leur moyen de s'approprier ces énergies, en fait. D'accord, OK, Donc, eux, ils veulent juste maintenir en fait, les basses, énergies. OK. C'est super intéressant. En tout cas, ça remet en place un petit peu, les croyances établies, qui malgré tout continuent de perdurer, dans une certaine limite, on est d'accord, mais OK. À partir d'ici et maintenant, perçois-tu ou visualises-tu des événements de nature apocalyptique qui auront lieu sur la planète Terre? Mmh. Alors, ce que je vois, ce n'est pas un futur, mais ce que je vois, c'est impossible que les humains se projettent. Et dans ce possible, on a en fait, l'épuisement de toutes les ressources de la Terre. Une terre qui n'aurait plus aucune ressource et à partir où la terre n'aurait plus aucune ressource, ce serait, dans le collectif, la fin à long terme de la race humaine qui est dessus. Donc on pourrait appeler ça une apocalypse, mais qui serait, comme je disais au début, toujours réservée aux vivants. La terre elle-même, il n'y aurait pas C'est ça, en fait. d'apocalypse, Mmh. mais là, je lis simplement, en fait, une croyance collective qui pourrait arriver, mais je ne le vois pas, se réaliser. D'accord, donc tout ce qui concerne l'Apocalypse telle qu'elle a été définie, à travers le temps et les ouvrages bibliques, n'a plus vraiment lieu d'être aujourd'hui, mais on pourrait imaginer que, enfin, par rapport à ce que tu viens de dire, que la Terre se réveille et qu'elle puisse, elle, à un moment donné, ne plus être, d'accord avec ce qu'on lui fait subir. Eh bien, pas exactement, en fait. La terre en elle-même, elle nous laisse vivre, en fait. Elle nous laisse vivre avec, tout ce qu'elle peut nous donner et en soi, nous ne pouvons pas la faire mourir. C'est-à-dire, nous pouvons épuiser tout ce qu'il y a dessus. À ce moment-là, nous allons mourir, mais la terre, même s'il n'y a plus rien dessus, nous allons la laisser au repos pendant, des milliers d'années, comme un champ qui brûle, tout va refleurir, tout va revenir, les arbres, heu,
voilà, en fait, c'est Comme ça a pu, oui, comme ça a pu arriver par le passé, au moment, par exemple, de la destruction de, de la faune préhistorique, des moments comme ça, quoi. complètement, complètement. D'accord. Qui sont plus en lien avec, même pas la Terre elle-même, mais plus en lien avec éventuellement les astres ou une météorite ou ce genre Oui, d'événement. mais D'accord. même les météorites, je vois que des météorites, en fait, je ne vois pas de météorites détruire, la planète. C'est comme si on était protégé par un champ énergétique qui déviait. Alors il peut y avoir on va appeler ça des petites pierres, hein, qui Mm. viennent, mais pas qui rentrent en collision et qui détruisent tous les gros astres qui viendront à la rencontre. C'est comme si c'était dirigé, il y a une protection en fait, elle ne peut pas être atteinte, la planète Terre. D'accord. Ok. Donc, pour l'instant, on vient de terminer avec le protocole de questions libres. Donc, on a maintenant la possibilité d'aborder les questions. Non, pardon, l'inverse. On a fini avec le protocole de questions écrites et donc on peut continuer avec l'exploration libre. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est par rapport à cet égrégore massif voilà, qui a des millénaires, est-ce qu'actuellement, est-ce que tu peux percevoir quelque chose à ce niveau-là? Est-ce qu'actuellement, on a la possibilité d'inverser la vapeur et si oui, de quelle manière? Alors, tout simplement en s'élevant en conscience et en prenant, en venant se connecter à soi-même et savoir que nous sommes notre propre créateur et qu'en fait, nous n'avons personne à vénérer ou à avoir peur. La seule personne, ou enfin la seule énergie qu'on peut avoir peur, c'est soi-même, tout D'accord. simplement. Ok. Est-ce- C'est récupérer simplement sa souveraineté. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une manière de pratiquer pour, voilà, pour contrer ces forces obscures qui génèrent tant de difficultés, de souffrances au niveau de l'humanité? Tout simplement l'amour. Ok. Est-ce que cet amour, cette forme d'amour, si elle est diffusée d'une manière collective, peut se voir récupérée par des forces obscures et être transmutée en quelque chose de négatif? Est-ce que tu peux Non. percevoir quelque chose à ce... L'amour est est un état qui ne veut pas être, modifié. C'est immodifiable, parce que l'amour est notre condition d'être naturelle. Mmh, D'accord, c'est notre essence, en fait, et notre essence ne peut pas être modifiée. d'accord. Et donc, si je prends l'exemple de ces méditations collectives, hein, qui sont fréquemment, pour lesquelles ce qui est diffusé en termes d'énergie est fréquemment récupéré, l'amour, tu es en train de me dire que l'amour, lorsqu'il est diffusé, alors que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, il n'y a aucun danger à ce niveau-là pour que, il soit récupéré, transmuté par des forces obscures ou des entités. Alors, si chaque méditant a une pleine conscience et un niveau d'élévation, qui permet, de diffuser cet amour, parce que, l'amour n'a pas le même poids pour chaque, personne et n'a pas la même compréhension. D'accord, Hem, donc, qu'est-ce qu'est l'amour pour la personne? C'est ça qui est important. C'est à partir de ce moment-là qu'on saura si c'est quand je parle d'amour, je parle de vraiment cet amour, universel qui n'est pas dirigé juste vers une source ou pour sauver quelque chose. Quand je parle de l'amour, je pense et je le dis, qui englobe, ce que certains appellent la lumière ou le côté obscur. C'est vraiment, toute la condition complète. d'accord. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la notion de gratitude ou ça n'a rien à voir, on est en dessous? La gratitude est une énergie aussi très puissante. La gratitude est une énergie très puissante. C'est, c'est pareil, c'est toujours, comment la gratitude est
dire, est décodé par la personne mais la gratitude fait partie de ce faisceau large qui est l'amour, en fait. C'est une de ces cordes. D'accord, très beau, très joliment dit. Question suivante, hem, par rapport à je reviens sur cet égrégore lié à l'Apocalypse, est-ce que tu peux percevoir, dans l'astral si, tous ces hommes d'église, si on prend l'exemple de la chrétienté, est-ce que tous ces hommes d'église, ont une idée de ce que ça représente réellement, cette idée d'apocalypse ou est-ce qu'ils sont au courant de ce leurre massif? Non, ils sont pas au courant parce que, ils sont alors c'est marrant parce que, voilà, alors moi je me suis tout de suite, connecté au pape, hein, Mmh. pour n'en citer qu'un. Lui n'y croit pas en fait, à l'Apocalypse. Il est au courant Il donc? il n'y croit pas. Ça ne veut pas dire qu'il sait que ça génère pour des forces, obscures, mais il n'y croit pas. Mais par contre, heu, pour lui, parce qu'il est interféré, indirectement, c'est important qu'il y ait cette notion parce que c'est quand même une question de contrôle. C'est un outil qu'ils ont en fait et qui est installé depuis longtemps et qu'au final on ne peut pas retirer parce qu'il est en partie, canonisé. Mmh. D'accord, OK. Donc toujours par rapport à l'Apocalypse, hem, non même pas par rapport à l'Apocalypse, est-ce que tu peux percevoir la proportion de la population humaine, qui croit encore à ces questions voilà, d'apocalypse? Quelle que soit la religion ou la culture dans laquelle, Oui, on est sur 30. Mondialement, on a 30. OK. Donc le chiffre descend quoi, la proportion s'amenuise au fil du temps. Oui, même pour les croyants, qui ont ces textes-là, c'est une partie qui on peut dire, qu'ils ne viennent pas occulter, qui ne les intéressent pas. C'est vraiment ceux qui sont extrêmes, qui veulent respecter en fait les pratiques extrémistes qui vont croire en cela, mais même maintenant dans les religions ou dans les croyances, c'est quelque chose qui tend à disparaître. On n'y croit plus. Est-ce qu'on peut si on prend l'exemple des grandes guerres qui ont pu avoir cours au fil des siècles, on peut considérer ça comme, faisant partie de ce que les croyants, estiment être des apocalypses ou ça n'a rien à voir? Hem, non, les guerres ne sont pas des apocalypses, dans le réel sens du terme. Ce sont des drames pareils qui vont générer, beaucoup, d'énergie basse, très puissante, mais les guerres sont aussi un égrégore. D'accord. Alors pour revenir au terme d'apocalypse, il est fréquemment dit, lorsqu'on parle d'apocalypse que ça serait lié à un antéchrist. J'imagine que de la même manière que le terme apocalypse, le terme antéchrist, n'a pas de fonction réelle si ce n'est que celle d'égrégore. Oui, complètement, on vient se servir de ce côté un peu, démoniaque qui peut être, l'enfer, qui peut être, l'antéchrist, qui peut être, également, eh bien, l'apocalypse. C'est un sorte de package en fait qui pour mettre une pression encore plus forte et puis pour donner une cohérence à cet égrégore. Mmh. D'accord. Et bah, alors question, suivante, hein, qui est intimement liée, quand on parle d'apocalypse, quand on parle d'antéchrist, on peut parler ou évoquer également la question, du démon, du diable, enfin de tout ce que enfin tout ce qui ressort de ces religions qui, essayent de tenir sous leur joug un petit peu les populations. Oui, parce que ces religions qui sont mis en place avec, ces diables, enfin tout, qu'on voit souvent d'ailleurs le diable avec des cornes, Mmh. comme une bête à cornes, n'est tout simplement qu'une démonisation, des anciens cultes qui étaient là avant ces religions. Avant ces religions,
Les cultes étaient païens et étaient souvent tournés vers des animaux à cornes. Mmh. Donc quand les religions monothéistes, sont venues, s'installer, la première chose qu'elles ont fait, c'est de diaboliser les cornes. D'accord. OK, donc on est sur la même ligne, il s'agit d'égrégores ou en tout cas, voilà de la matérialisation Complètement. de la représentation du mal issu des cultures païennes Exactement, et animistes. et toujours sous contrôle, éthérique. D'accord. Alors quand tu évoques le contrôle éthérique, qui en est, l'auteur? Eh bien, il n'y a Pardon. pas un auteur, il y a des consciences, des races qui approchent, le 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 monde terrestre et le monde de la dualité. Parce Mmh. qu'il y a beaucoup d'énergie à venir drainer, parce que c'est un monde de dualité, donc dans la dualité, il faut qu'il y ait du bien, mais aussi du mal. Mais quelque part, ils jouent leur rôle, en fait, pour venir, mettre leur pierre à cette élévation, des consciences. On en a besoin aussi de ces énergies-là, même si, elles sont négatives, elles font partie de tout ce plan qui est en Universel, place. ouais. Eh bien, je dirais même il faut même plus le voir comme un plan universel, il faut le voir comme un plan galactique Mmh. qui comprend vraiment, toute dimension et tout univers. D'accord. Est-ce que certaines de ces consciences, donc issues d'autres galaxies, issues d'autres univers, ont un peuvent être reliées à la mise en place de cet égrégore? Ou est-ce que c'est purement terrestre, purement humain? Oui, c'est eux qui mettent en place, ces égrégores en venant, interférer, certains humains, des humains ou des consciences clés, comme, les personnes qui vont tenir les religions ou qui vont les représenter. Comme, certains chamans, comme certains, druides, comme, voilà, en fait, c'est dans leur plan éthérique, ils viennent interférer ces personnes-là, parce que c'est des personnes clés. D'accord. Et comment se fait-il que ces personnes clés, qu'elles soient justement enfin, si tu prends l'exemple des chamans, n'aient pas cette conscience, de voir le mal arriver ou de voir l'interférence, se manifester et vouloir justement, les diriger dans un sens qui ne serait pas forcément le leur? Alors, si on prend, tu dis chaman comme d'autres, heu, on parle toujours de certains chamans, ce n'est pas tous, parce que d'autres sont très éclairés et complètement, reliés à leur conscience supérieure, voilà, mais c'est toujours ceux qui doutent, ceux qui font ces pratiques, mais que leur chemin spirituel n'est pas assez élevé, et c'est eux qu'on vient interférer parce ils savent pas se protéger, donc ils laissent entrer ces entités. D'accord, très bien. Donc voilà, je pense qu'il peut s'agir, de la même manière, de toutes les personnes, qui pratiquent des thérapies alternatives, qui ne sauraient pas, comment se protéger, qui alimentent de la même manière, ces formes d'énergie négative, en laissant passer, certaines choses. Oui, toutes ces personnes qui ont la capacité Pardon. d'ouvrir ces portes énergétiques, mais qui ne sont pas capables de voir, en fait, justement, qu'est-ce qui traverse ces portails énergétiques. Parce que sur eux, ils n'ont pas fait le cheminement nécessaire. D'accord. Alors pour clore ce chapitre sur l'Apocalypse, je vais te poser, 1 ou 2 dernières questions. Hem, les sachant la manière dont, ces consciences ou ces, êtres galactiques, ont contribué à la formation de cet égrégore, au niveau de l'humanité, sur notre planète, est-ce que de manière inverse, on peut retrouver, des consciences, suffisamment élevées qui auraient contribué à propager justement, que ce soit l'amour ou des énergies, positives, qui pourraient nous élever plus vite en conscience? Et complètement, nous sommes aidés, constamment. L'aide est constante, heu,
par une multitude de choses, par des canalisations, par des énergies, par tout ce qu'on nous envoie, et qui n'est pas perceptible, qui vient directement, tous ces liens qui viennent nous reconnecter, nous-mêmes à cette, grande source. On peut dire que nous sommes plus aidés que parasités. D'accord, c'est plutôt positif. C'est vraiment intéressant ce que tu es en train de dire. Et donc, dernière question, est-ce que tu peux percevoir quelque chose au niveau de la source elle-même, des énergies qu'elle nous transmet? Bien, cette grande énergie qu'on peut appeler, la source et cette grande, matrice, hem, en fait, elle tend juste à nous reconnecter parce que, elle nous donne pas des énergies, elle vient simplement ben, nous reconnecter, les réactiver. On vient simplement réactiver, en fait. Elle nous donne rien parce qu'on a déjà tout. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une technique à nous partager en provenance de la source, justement pour éviter toute interférence, pour éviter tout égrégore? Est-ce que tu peux L'amour, recevoir cette information? c'est L'amour, l'amour, c'est toujours l'amour qui revient, l'amour dans une forme, universelle, quelle que soit la très forme. très large. L'amour, il n'y a que ça en fait, c'est notre essence de vie, c'est on est amour et D'accord. on tend à s'éloigner de ça, on n'a qu'à revenir à ce que nous sommes, amour, pour, reconnecter. D'accord. Et donc, cet amour qui visiblement constitue notre essence de vie, qui semble être universel et vraiment intergalactique, est-ce que cette vibration, cette essence est partagée par tous les univers, par toutes les consciences et tous les êtres, quelles que soient les galaxies de d'origine? Oui, l'amour est l'essence primordiale, donc tout être, qu'il soit éthéré ou sur un plan physique, hem, en fait, l'amour est toujours sa lumière vers laquelle il qui va lui permettre d'ascensionner. C'est se reconnecter, toujours à ça et voilà, jusqu'à redevenir, totalement, cette essence. D'accord. Eh bien, écoute, Fabien, sur cette dernière question qui nous permet de clôturer ce cycle d'investigation sur une note positive. Si tu es prêt de ton côté, on va commencer à revenir tranquillement. Oui, je suis C'est prêt. bon pour toi? Très bien. Donc, je vais compter de 1 à 3, Fabien. Et à mon 3, tu seras pleinement de retour dans l'ici et maintenant 2021. Donc, tu vas prendre une profonde inspiration de manière à faire circuler à nouveau les énergies dans ton corps physique, à te réapproprier la pièce et l'endroit où tu te situes. Et s'il y a des énergies ou quel que soit, qui te perturbe, qui fait partie de cette investigation, par l'expiration, tu vas la transmuter et l'expulser à l'extérieur et ne conserver que de l'énergie pure, lumineuse et positive. Et donc, tu vas également te couper de tout et de tout ce que tu as pu voir, ressentir, percevoir ou visualiser durant cette enquête, Fabien. Et donc, à mon 2, tu vas faire circuler toute cette énergie dans tout ton corps, dans l'ensemble de tes cellules, dans chacun de tes muscles. Commencer à faire bouger tes membres, tes mains, tes pieds, et à faire élever au maximum ton champ fréquentiel le niveau qui sera le meilleur pour toi aujourd'hui. Tu fais circuler les énergies et tu élèves ton niveau de fréquence. Et à mon 3, quand tu seras prêt à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux et être à nouveau pleinement avec nous. Bonsoir Fabien, tout va Bonsoir. bien? Oui, merci. Très bien. Donc je vais remercier Fabien pour formidable tour, de nouveau, cette super investigation. Merci Fabien. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi
investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci
Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo,
forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi
preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.